ce matin, on a délimité le périmètre, un périmètre, parce qu'on voit, on comprend un peu le fonctionnement de définir quelque chose. On a opté pour cette définition, mais on aurait pu en trouver une autre, plus longue. Donc, c'est un processus un peu arbitraire. Ça pointe dans une direction, une définition, mais il ne faut pas estimer que ce soit la seule. Peut-être que quelqu'un pourrait venir en disant « Oui, mais à la définition que vous avez trouvée, il y a des cas qui ne sont pas vraiment inclus dedans. » Et auquel cas, il faudrait la revoir. Tout le processus de définition, c'est quelque chose qui peut être mouvant, qui peut être remis en question dans le débat avec la logique. Mais en tout cas, nous, ça fonctionne. Déjà pas trop mal, ça, comme définition. Et c'est ce qui importe. Une définition, elle peut être un peu incomplète et néanmoins fonctionner. Et puis, on a fait cette observation en nous à travers d'abord une hypothèse de se dire ben, la peur, elle n'est pas nécessairement négative. Et le rapport qu'on a avec la peur est très important dans la gestion de la peur. Et avoir cette acceptation, cet accueil de la chose parce que de toute façon elle est là, ça peut être un moyen déjà de calmer un peu, de ne pas ajouter à la première flèche de la chose qui suscite en nous la peur, la seconde flèche du rejet qui crée une tension intérieure, qui empêche le calme, qui empêche de se détendre et qui n'est pas bénéfique. On parle aujourd'hui de la peur de manière un peu théorique, le but étant de mettre ces conseils en pratique. Et on voit quand on est dans un épisode de peur que c'est difficile de se détendre. On voit que c'est très dur, ça demande de l'habitude et ça demande encore une fois que cette concentration elle soit conjointe préalablement entre les épisodes de peur avec une compréhension profonde. Sans quoi vraiment le calme est difficile à installer. Donc, ce qu'on fait cet après-midi, c'est qu'on va avoir une deuxième observation, on va faire une deuxième expérience, mais cette fois-ci seulement en lien avec la peur qui n'est pas constructive, c'est celle qui nous intéresse peut-être le plus aujourd'hui. On a vu ce matin que la peur pouvait être aussi constructive, bénéfique, parce qu'elle nous aide dans certaines situations. Mais celle qu'on va voir cet après-midi, pour laquelle on va faire une expérience, c'est plutôt le genre de peur angoissante, ces peurs qui sont invalidantes. Et je me sers pour apporter un peu de l'eau au moulin d'une étude que j'ai trouvée, alors je vais dans le journal qui a été publié par deux femmes chercheurs qui s'appellent Catherine Hartley et Elizabeth Phelps, qui sont du département de psychologie à l'Université de New York, dans un article qui s'appelle « Changer la peur, le circuit neuronal de la régulation des émotions ». Et en fait, elles définissent ou elles proposent, c'est plus une proposition, 4 manières de traiter la peur. Bon, elles en parlent du point de vue des neurosciences et de la psychologie, je crois également, de la biologie aussi. Donc, je vais en parler un peu, les présenter. Je ne m'institue pas comme ayant aucune expertise dans le domaine, hein, c'est vraiment pas mon domaine, mais en tout cas, j'ai lu et j'ai vu que ça avait un intérêt de parler de ces choses-là parce que ça apporte aussi un autre point de vue qui peut nous aider à comprendre les différentes stratégies qu'on peut mettre en action pour essayer de réduire cette peur. Donc, elles ont parlé de 4 mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'extinction. Alors, je vais décrire un peu de quoi il s'agit. Elles se sont servies d'expériences qui ont été faites par d'autres personnes avant. L'expérience est la suivante. Vous l'avez peut-être déjà vue ou entendue, c'est une expérience simple. On a des rats en laboratoire. Bon, les pauvres rats, c'est toujours sur eux qu'on fait les expériences, mais et en plus, parfois, pour se rendre compte de choses qui sont un petit peu faciles à observer chez nous. Donc, on a un bruit,
on a dans une cage un rat, on a un haut-parleur qui émet un son, et avec ce son, il y a une décharge d'électricité sur les pauvres rats. Et il y a la décharge d'électricité après l'émission du son. Donc, dans les premiers temps, le rat, il entend le son et il ne se passe pas grand-chose dans son corps. Et ensuite, il y a la décharge électrique. Évidemment, très rapidement, le rat apprend que le son va être le signe avant-coureur d'une décharge électrique. Donc, à mesure qu'il entend le son et qu'il apprend de ces sons, chaque fois qu'il y a un son, il commence à avoir les corrélats physiques à la peur. Il commence à trembler ou se figer. Ce qu'on a vu, je crois qu'il y en avait un troisième pour le rat. Bon, bref. Et donc, ça, c'est le mécanisme de l'apprentissage qui fait que le rat va associer un stimulus à une expérience de peur, à une expérience insatisfaisante, à quelque chose qui, cette impulsion électrique. Le son, on appelle ça un stimulus conditionné. Et chaque fois qu'il va entendre ce son, ensuite, même s'il n'y a pas la détonation, même s'il n'y a pas l'impulsion électrique, il va avoir les mêmes symptômes. Et donc, le premier processus pour réguler la peur, c'est d'exposer le rat de nombreuses fois à un son sans qu'il y ait l'impulsion électrique. Une fois qu'il a appris que le son était lié à une décharge électrique, c'est de faire en sorte que le rat entende plein de fois les sons pour désapprendre que les sons sont liés à l'impulsion électrique. Et c'est assez étonnant parce que c'est quasiment le processus qu'on fait dans la méditation. On en a parlé hier dans la méditation sur l'acceptation, c'est de décorréler une chose avec une autre. Et là, ce que fait le rat, c'est de décorréler que le son va être conjoint avec une impulsion électrique qui va lui être transmise. Donc, petit à petit, on voit la courbe du stress du rat qui diminue. Quand il y a les sons qui apparaissent, il finit par désapprendre jusqu'au moment où le son apparaît, il n'y a presque plus de crainte dans ce rat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'extinction, c'est-à-dire on entre en contact avec quelque chose qui produit normalement une expérience de peur, mais qui ne le produit pas toujours. Donc ça, je les donne d'abord et puis après on les expliquera un petit peu plus en détail, ces stratégies. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de régulation cognitive. Donc là, c'est assez simple. C'est juste de dire, par exemple, oui, mais ce n'est pas très grave ce qui va m'arriver. C'est tout la compréhension qu'on peut avoir qui va nous permettre de diminuer la charge négative de la peur. Oui, mais en fait, ce n'est pas très grave. Ça m'arrive... même si ça arrivait vraiment, la chose pour laquelle j'ai peur, est-ce que ce serait si dramatique? Toutes ces stratégies cognitives qui vont aider à la régulation de la peur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est faire face activement. Donc, faire face activement, ça peut être à la fois de se... François? Oui. Désolée, j'ai eu un... C'est quoi le deuxième point, s'il te plaît, dans 2 secondes? La stratégie de régulation cognitive, c'est-à-dire toutes les... Attends, je peux le retrouver dans le texte. C'est toutes les mesures pour... je ne sais pas, je crois qu'il y a un terme en psychologie, recadrage. On peut dire que c'est du recadrage? Voilà, c'est recadrer la situation qui nous
procure de la peur pour l'avoir sous un jour nouveau qui va permettre de diminuer l'expérience difficile. Ah, c'est quand on diminue, enfin, quand on enlève un peu le choc après le son pour le rat, c'est ça. Alors ça c'est c'est une autre stratégie, ça, l'extinction. Ça c'est différent. Parce que l'extinction, c'est juste avoir un son qui n'est plus conjoint avec une décharge électrique. Là, dans la stratégie de régulation cognitive, il y a un processus cognitif, il y a une réflexion qu'on fait. On essaie de repenser, de revoir, de reformuler les choses. Ça, c'est la deuxième méthode. D'accord, merci François. Je t'en prie. Ensuite, il y a faire face activement. Donc, faire face activement, ça peut être de s'exposer à la chose, mais ça peut être aussi de s'en détourner, de trouver les moyens de ne pas se mettre en contact avec la chose. La quatrième solution, ça s'appelle le blocage de la reconsolidation. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne avec la mémoire parce que on pensait avant, et c'est ce que dit le texte, qu'une fois on avait vécu un épisode traumatique qui génère de la peur ensuite, il y avait un temps après cet événement dans lequel ce souvenir pouvait être encore transformé, pouvait être encore façonné, et que cette porte se refermait et le souvenir n'était plus transformable. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu arriver à cette conclusion, parce que les méditants auraient dit assez rapidement que tout souvenir peut être transformé. Tout souvenir peut être transformé. Alors, ils l'ont peut-être fait en termes de biologie à l'intérieur pas de biologie, de chimie, de voir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur du cerveau qui permettait d'avoir ce postulat. Je le trouve un petit peu étrange. Et ils se sont rendus compte en fait que chaque fois qu'on amène un souvenir à notre mémoire ou qu'on a peur de quelque chose, pendant ce laps de temps, on reconsolide le souvenir. C'est-à-dire qu'on peut soit le rendre plus fort ou diminuer sa portée. Et la stratégie pour lutter contre la peur, ce serait qu'à chaque fois qu'on a ces souvenirs, on bloque la reconsolidation, c'est-à-dire qu'on bloque le processus qui va rendre le souvenir plus difficile. C'est-à-dire qu'on transforme une mémoire, on transforme un souvenir finalement. Parce qu'on voit, on en parle, hein, la rumination par exemple, quand on rumine quelque chose, on se souvient de cette chose-là et on le transforme. En général, dans la rumination, il y a une connotation de creuser un peu plus le sillon d'une habitude en rendant un peu plus solide le souvenir, plus vrai, plus puissant. À chaque fois qu'on rumine, on perpétue aussi une habitude, on la renforce. Et ça, c'est la quatrième stratégie, c'est de bloquer ce renforcement, d'arrêter de renforcer nos souvenirs. Et c'est ce qui s'appelle le blocage de la reconsolidation. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 points ou des remarques? Moi, j'en ai une sur la troisième. Je ne comprends pas comment se détourner d'une chose peut s'appeler faire face activement. Alors ça, c'est la traduction de l'anglais active coping. Et je ne sais pas aussi, je trouve ça un petit peu étrange dans la traduction qu'il est. Pourtant, c'est un article correct. Ou peut-être que je ne l'ai pas compris. Je le lis juste pour vérifier que.
je veux bien imaginer que fuir est une forme d'action, si tu veux, ça je le comprends, c'est le faire face qui me perturbe. Alors, Hmm. c'est pas nécessairement faire face à la chose, c'est faire face à la peur, D'accord. je pense. C'est possible d'obtenir ce document? C'est traduit en français? Oui, alors je vous envoie le lien. Non, il n'est pas traduit en français, je crois. C'est dans, la revue Nature, qui est quand même aussi vraiment une revue de référence. Hein, je l'envoie dans le chat. Il parle de ces stratégies. D'accord. Et merci. François, je en regarde. fait, c'est ces stratégies d'action qui vont permettre de se détourner de la peur. C'est plutôt de se détourner de la peur que de la chose elle-même. C'est peut-être moins faire face à la peur, à l'objet de la peur, que de faire face à la peur par des stratégies d'action qui vont permettre de la diminuer en nous. Oui, d'accord. Je crois. Peut-être regarder la traduction des coping, c'est plutôt adaptation. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent. Ah oui. En tout cas, ce qui est important finalement, c'est la notion d'active. Ouais. Hein? Alors, coping, oui, il peut y avoir les deux notions, tu as raison. C'est peut-être plus juste d'adaptation active, de s'adapter que de faire face. Ouais, c'est peut-être plus juste ça. S'adapter activement. Nous, on s'en sert, enfin, on ne va pas l'analyser exactement parce que pour ça, il faudrait que j'ai toutes les données. Nous, on s'en sert comme d'une inspiration. Pour voir que ce qui est dit dans ces articles est assez concordant avec les stratégies qu'on peut mettre en place dans le bouddhisme pour la diminution de la peur. Alors, le premier, voilà ce que pourrait en dire le bouddhisme maintenant. À l'extinction, comme ces rats qui sont stimulés par un son et puis immédiatement après par une décharge électrique. On a vu dans l'épisode de la montagne qu'il y a le son et l'expérience de peur que j'ai. Et ça, ce sont deux choses. Et ce que peut indiquer cette expérience, c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont deux choses. Que le bruit de l'orage en montagne, c'est-à-dire le stimulus conditionné, et la réponse de peur, il faut bien les décorréler, ces choses-là. Et comment on peut faire, par exemple, pour les décorréler? Comment on peut faire pour savoir que ce n'est pas toujours le cas que le son de l'orage va être une expérience de peur? De la même manière que le son qui est envoyé au petit rat ne va pas nécessairement être conjoint avec une décharge électrique. Donc, ce qu'on fait pour le rat, pour le faire désapprendre que ce signal va nécessairement être conjoint avec une expérience douloureuse du choc électrique, ben, c'est on lui fait écouter plein de fois le son sans qu'on lui envoie de décharge électrique. Et de la même manière, comment on peut faire avec mon expérience d'orage, par exemple, pour qu'il se passe exactement la même chose, pour qu'on ait cette extinction? Comment on peut faire? Faire une méditation de calme mental et de temps en temps entendre le son. Écouter le son de temps en temps tout en méditant.
Ah ouais, mais là, le problème, c'est que tu es quand même sous une tente dans la montagne, quoi. Alors, tu vois, c'est ça. Enfin, moi, je vois pas pourquoi je me décorais là. Enfin, là, pour le coup, il y a quand même une notion de danger. Donc, c'est bénéfique pour moi que j'entende le son de l'orage et que je vois la lumière parce que je sais aussi à peu près où il est. Enfin, tu vois. Sinon, j'irais sous un paratonnerre à la limite, mais Oui, bon, pour c'est le pas la faire. situation qui me. Alors, Pour le coup, alors je ok. trouve- Peut-être que la situation qu'on vient de trouver, c'est pas la meilleure parce qu'il y a vraiment un risque et Bah que. ouais. euh, mais moi, ce qui m'arrive quand je suis en montagne, c'est que je suis obligé de méditer là-dessus. Parce que je sais que de toute façon, je suis pris en plein milieu de la montagne et d'avoir activement peur, ça va me faire passer une nuit assez horrible. Et je dois utiliser une stratégie pour faire que ça se passe mieux. Ça n'empêche pas que je continue à courir un danger, c'est sûr. C'est assez idiot d'ailleurs de faire ça. Mais comment je traite la peur? Comment je peux la traiter en lien avec cette extinction? Et ça, on en a parlé dans les précédentes semaines, dans la méditation sur l'esprit, par exemple. C'est une méditation toute simple, mais c'est d'observer. On a peur des chiens, par exemple. On a une phobie pour les chiens ou les araignées. Eh bien, c'est de s'imaginer ou d'être en face d'une araignée et voir tous les moments où on n'a pas peur aussi. Parce qu'il y en a. Bon, alors si l'araignée, c'est vraiment un truc horrible, commencer par mener une expérience avec un film YouTube sur les araignées, par exemple. Ah, ça peut déjà être horrible pour les gens qui n'arrivent. Je connais quelqu'un dans ce cas-là, hein. Même en vidéo, c'est un truc. Ben, de voir que là, c'est une forme d'exposition un peu, mais de voir que on n'a pas toujours peur autant qu'on le croit de ces choses-là. Ou la peur, elle n'est pas toujours constante, elle n'est pas toujours aussi forte. Et qu'il y a des moments où on n'a pas du tout peur de ces choses-là, mais on n'y porte pas attention. C'est de voir que de la même manière que le rat, il y a ces signaux sonores qui sont envoyés, qu'il n'a pas toujours peur et qu'il apprend à déconstruire et apprend à décorréler la peur du signal sonore quand il n'y a plus d'expérience insatisfaisante, ben c'est apprendre à observer nos réactions quand on est en face de quelque chose qui suscite la peur en général. C'est-à-dire, plutôt que d'observer la chose, d'observer notre réaction à cette chose-là. Mais on va y revenir. On va y revenir. Ce que pourrait dire le bouddhisme de la stratégie de régulation cognitive, ben, c'est une forme de compréhension profonde en fait. Hein. C'est ce qu'on a fait un peu ce matin, c'est de voir que un moyen de traiter la peur, de faire qu'on n'a plus peur, c'est pas simplement de se calmer, c'est pas simplement de se dire oui, il faut que je respire, il faut que je. Bien sûr que ça nous est salutaire, bénéfique de pouvoir savoir se calmer, mais même le fait de se calmer quand on est en situation de stress ou d'angoisse, ça nécessite d'avoir compris certaines choses. Et c'est vraiment ce qu'on a fait ce matin. Ça demande vraiment de pouvoir, entre les moments et les épisodes de peur, recadrer un peu, comprendre les bienfaits, s'ils existent, de la peur, comprendre que la peur, elle nous indique quelque chose, comprendre que d'avoir ce rejet pour la peur, ça la produit, ça la renforce. Donc ça, c'est vraiment ce qui pourrait être l'équivalent de la stratégie de régulation cognitive. Je peux donner un tout petit exemple, si tu veux. Oui, bien sûr. Puisque nous parlons de ça aujourd'hui, toujours avec les araignées. Hein. Donc ça fait quand même des années hein, que je suis sur le sujet. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une des manifestations, c'est que je ne pouvais même pas la regarder. Soit je suis fascinée parce que j'ai tellement peur qu'elle bouge que je veux savoir où elle est, soit au contraire, je ne veux pas la regarder. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, tu vas t'obliger
à la regarder. Alors, ça n'a pas marché du premier coup, c'est là où je te rejoins dans l'idée de la répétition. Ça n'a pas marché du premier coup, mais il y a un jour où une araignée apparaît dans mon champ de vision, donc réflexe d'angoisse, et puis je me rappelle que je me suis dit, non, non, mais attends, tu t'es dit que la prochaine fois, tu regarderais. Donc, je me suis mise à l'abri, hein, quand même. J'ai mis un truc entre elle et moi. Mais je l'ai regardée, je me suis forcée à la regarder. Et je me suis aperçue que je l'avais jamais, enfin, elles ne sont pas toutes pareilles, mais en tout cas que je ne les voyais jamais comme elles étaient. Voilà, alors c'est une toute petite expérience qui ne m'a pas guérie, hein. Je ne prétends pas du tout que ça m'ait guérie, mais ça m'a permis de me rendre compte de l'intensité des projections que je faisais sur cette petite bestiole, la pauvre, que je vois comme un monstre. Enfin bon, vous voyez, voilà, juste parce que je me suis forcée à la regarder. Voilà, je voulais juste raconter ça. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a une importance quand même à s'être préparé avant et à se souvenir au moment où ça, oui, c'est ça. Où ça apparaît. Il y a plein de choses comme ça qui, dans notre vie, ne sont pas suffisamment invalidantes pour qu'on y passe vraiment du temps. Moi, pendant longtemps, je me suis rongé les ongles, vraiment. Et je n'ai jamais pensé que ça devait être une priorité dans ma méditation parce que je me dis, il y a des choses quand même beaucoup plus intéressantes à considérer quand on médite que de vraiment faire le point. Pourquoi je me ronge les ongles, la cause intérieure? Parce que c'est assez anodin finalement de se ronger les ongles. En tout cas, ça nous donne cette impression-là. Pour les araignées, on ne va pas suivre un atelier de 10 jours pour se soigner contre la phobie des araignées parce que ça ne nous arrive pas très, très souvent d'être en contact avec des araignées. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour les choses qui sont un peu plus profondes, de voir que ce que tu dis, ça peut servir d'avoir cette compréhension profonde des mécanismes. Quand vraiment on a envie de faire de cette chose un sujet de méditation et y revenir, eh bien, cette stratégie de régulation cognitive, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas simplement de s'exposer, il ne s'agit pas simplement de se forcer à regarder. Enfin, tu t'es forcé, mais avec derrière une compréhension quand même un petit peu de ce qu'il fallait faire. Quelqu'un d'autre veut partager? OK. Alors, on a la stratégie de régulation cognitive. On va y revenir. Alors, s'adapter activement. Alors, s'adapter activement, on peut avoir un peu ce qu'on a vu ce matin, c'est d'accepter aussi le réflexe et les choses qu'on perçoit physiquement quand on est en contact avec le stimulus conditionné. D'accepter cette réaction physique aussi. Si on a vraiment une phobie pour les araignées, qu'on est dans un environnement, on est dans un zoo où il y a une section particulière sur les araignées, qu'on ne peut pas faire autrement que de vraiment y passer du temps, eh bien, il faut accepter ce réflexe qu'on a. Et s'exposer, ça peut être une solution aussi. Quand c'est fait avec bienveillance, il ne s'agit pas de se forcer, mais s'exposer aux choses pour les découvrir comme elles sont. C'est un moyen de découvrir les choses comme elles sont que de s'exposer aussi. Hein. Quand un enfant, moi, pendant des années, j'ai eu peur du noir, par exemple, parce qu'on m'avait fait une très, très mauvaise blague quand j'étais petit et j'ai eu un peu une phobie de ça. J'habitais à la campagne et on avait un espace où on jouait de la musique qui était à une 50aine de mètres et je devais traverser dans le noir. Et j'avais très, très peur de ça. Je m'imaginais à chaque fois que je refermais une porte qu'il y avait quelqu'un qui me suivait, qui allait mettre son pied dans la porte. Et ça, c'est vraiment une peur. Et je pense que faire face activement ou s'adapter activement, ça peut être aussi de s'exposer aussi, d'ouvrir la porte de la maison et puis de regarder un peu les choses comme elles sont aussi.
de regarder dehors et de se dire, bon, ben, est-ce que c'est si horrible que ça? Est-ce que c'est une manière d'adaptation, mais une manière de s'adapter activement, c'est aussi de savoir se détourner des choses quand elles sont trop... Elles suscitent trop de peur aussi en nous. Un exemple, est-ce que vous avez un exemple de choses où il vaudrait mieux une des stratégies, ce serait mieux vraiment de s'éloigner de la cause de la peur? Juste une remarque, François, pour clore définitivement le sujet araignée. On n'a pas le droit de les tuer, en fait. Ben, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est pas en termes de droit, c'est est-ce que toi tu choisis activement de les tuer ou pas? Moi j'ai choisi de ne pas les tuer, Je mais ne l'ai jamais fait, je ne peux pas. Elles me font aussi peur vivante que morte. ah ben alors je dirais c'est une bonne chose ça. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de les tuer alors. Alors ça, c'est une des peurs, les araignées, si c'est vraiment invalidant, mais les gens qui sont agoraphobes, par exemple, quelle stratégie on peut avoir? Stratégie active. Il y a à la fois la stratégie de comprendre l'extinction, c'est-à-dire de regarder un petit peu, de commencer à ouvrir un petit peu des petites sessions où on est en contact avec une personne et d'observer ce qui se passe en nous, pour voir qu'il y a des moments où elle n'est pas toujours là, cette peur, parce qu'un des problèmes de la peur, c'est qu'on a aussi l'impression qu'elle est dormante à l'intérieur de nous, comme un tigre prêt à bondir, qui serait toujours là. Or, avec la méditation, on apprend à observer que ces choses, elles peuvent être complètement absentes aussi. Et quand on arrive, nous, personnes, à nous dissocier de notre peur, c'est-à-dire à penser qu'il existe des moments où François n'a aucune peur, on commence à se dire que la peur, elle n'est pas moi, elle est passagère. Et ça, c'est vraiment une stratégie importante, ça, dans la gestion de la peur, de savoir qu'il y a des moments où j'en suis totalement libre. Mais on ne le sait pas seulement intellectuellement, on le comprend à un niveau profond, de savoir que je ne suis pas ça, ce n'est pas non plus ma personnalité d'être comme ça. C'est passager, il y a des moments où je ne l'ai pas du tout, cette chose-là. C'est toutes des stratégies où on met un petit clou dans le mur pour finir par passer la main, pour passer le corps, pour comprendre que ces choses-là, elles sont conditionnées par des environnements, des manières de voir, et qu'elles peuvent aussi bien être transformées. Et ce qui me fait venir à la dernière des stratégies, qui s'appelle le blocage de la consolidation, c'est d'être conscient de l'importance de la rumination dans... On en discutait tout à l'heure, Philippe me disait, mais c'est étonnant parce que beaucoup des peurs qu'on a, elles deviennent plus fortes avec l'âge. Elles se renforcent, et quand on était jeune, à 5, 6, 10 ans, 15 ans, on pouvait avoir des peurs, mais il y a aussi des éléments pour lesquels on avait beaucoup moins de peur, et c'est avec l'habitude, le conditionnement, la répétition, la consolidation de nos souvenirs, qu'on est amené à avoir plus de peur encore parfois. Donc le blocage de la réconciliation, en termes bouddhistes, ce serait tout simplement le calme mental, c'est-à-dire ne pas ajouter au film de l'esprit. Calmer l'esprit, focaliser l'esprit pour que lorsque ces souvenirs ressurgissent, on cesse de les alimenter, on cesse de croire à leur contenu. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de s'habituer à ne pas se laisser dériver mentalement, de s'habituer à conserver un cap, une encre, de ne pas se laisser porter par chacune des pensées qui nous viennent à l'esprit. Parce que tant qu'on fait ça, chaque fois qu'on va avoir un souvenir d'une peur, on va alimenter cette chose, on va recadrer les choses, mais dans un mauvais sens, et ça va créer une empreinte dans notre esprit qui va perpétuer et cristalliser un peu plus cette habitude. Donc, une des stratégies dans le traitement de la peur, c'est vraiment de cesser d'avoir confiance dans toutes nos idées, d'avoir confiance dans toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit. Commencer à les voir et à se dire, OK, non, je laisse passer, je laisse passer.
Ce qui est une forme de lâcher prise, hein. Je laisse passer les choses. Et dans le cadre de la méditation, c'est ça le blocage de la reconsolidation, c'est ce qui devrait venir en premier presque. On en parlait ce matin avec Eugénie, qui dit qu'elle peut avoir certaines craintes et dans le fait de s'exposer, quand on voit que ça a un intérêt de s'exposer aux situations, il faut rester hyper conscient pendant ces situations-là. Justement, pour ne pas partir dans la peur, rester conscient, observer les choses comme elles sont, regarder les choses comme elles sont sur le moment. Et ça nécessite du calme, ça nécessite de la concentration, ça nécessite de s'y être habitué préalablement dans des situations. Si on ne peut pas être concentré quand on est assis sur un coussin dans une situation idéale, dans un épisode qui est potentiellement producteur de peur, ça va être encore plus difficile, c'est normal. Peut-être d'où l'intérêt d'être accompagné dans ces moments-là, parce que l'agoraphobie, la peur des araignées, on peut leur parler aux araignées. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. On peut leur parler et leur dire, ben voilà, dis donc, t'es une grosse, etc. Enfin, leur dire plein de choses. Et c'est extrêmement bienfaisant, ça s'en va tout de suite. Voilà. Ouais. Et comprendre leur histoire aussi aux araignées. Oui. Comprendre leur nom même, savoir les nommer, savoir qu'elles font partie d'une variété, qu'elles ont aussi des problèmes. Moi, je me suis rendu compte à Saint-Côme, on en parlait parce que Isabelle a mentionné ça, les plus grosses araignées, elles s'appellent les tégénaires, elles sont victimes des plus petites. Les plus petites, elles sont en réalité beaucoup plus malignes, elles s'appellent les pholques, parce qu'elles viennent, elles ont deux petites pattes, enfin deux grandes pattes à l'arrière, et immédiatement qu'elles voient les grosses, elles les encerclent dans une myriade de faisceaux de soie, et les autres, qui sont vraiment les plus grosses, celles dont on a le plus peur, en réalité, c'est des victimes. Et quand on se dit, waouh, c'est des victimes, elles sont victimes, ce n'est pas des bêtes qui sont là pour me faire du mal, elles sont victimes d'autres aussi. Elles ont des œufs, elles font des bébés, elles ont une vie. Absolument. Et comprendre aussi leur vie, comprendre que ce sont des animaux qui ont envie d'être heureux aussi, qui ont envie d'avoir une vie correcte, d'être libérés de la souffrance. Ça, c'est une stratégie de régulation cognitive, c'est de recadrer en se rapprochant de leur vie, en essayant de développer un peu de sympathie pour moi, ça marche pas du tout. Je ruisselle là. C'est horrible. En plus, on avait tellement des grosses araignées, en effet, au centre de retraite que je n'ai pas dormi de la nuit. Il y en avait une au bout de mon lit, en plus avec la grosse toile et puis les petites mouches qui étaient prises dans la toile. C'était horrible. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé le premier jour, pareil, au centre des retraites, mais je me faisais ces genres de réflexion et ça m'a aidé beaucoup. Et après, c'est plus, j'étais contente de les voir en fait, à la fin, parce que je me disais, par exemple, elles sont là, les araignées. Si dehors il pleut, ils vont mourir, donc là, ils sont bien quand même. Et donc, du coup, c'est changer la perception et j'étais contente qu'elles soient là à côté de moi finalement. C'est vrai, c'est marrant parce que cette journée m'aura au moins servi à avoir le retour des gens qui sont passés à Saint-Côme. En même temps, si vous êtes venu à la journée sur la peur, non, vous n'êtes peut-être pas un échantillon totalement représentatif. Non, je plaisante. Mais ok, ça veut dire qu'il y a quand même des craintes sur ces araignées au centre de retraite. C'est des bâtiments qui sont vides une partie de l'année, donc il y a une vie, une faune qui peut s'installer dans les locaux. Bref. Pardon, dans la même rubrique, je suis désolée, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a des araignées autant à Saint-Côme. Non, mais c'est parce que tu y es moins sensible aussi. Ouais, voilà. Je me suis dit où j'avais les yeux et le cœur pendant mes retraites, mais bon, les araignées, ça ne m'a absolument pas effleuré. Peut-être j'en ai aperçu, mais... Elles sont très fines, ce sont ce qu'on appelle des faucheux. Alors, ouais, c'est les pholques. Il y en a des fines, mais il y a aussi la... Je ne vais pas dire le nom parce que le nom seulement, il est un petit peu...
Mais Malika, la stratégie de régulation cognitive, c'est pas simplement de leur dire, de leur donner un nom et de penser que ça fonctionne tout de suite. Hein. Peut-être que toi, il vaudrait mieux que tu te calmes quelques instants. Non, mais c'est bien qu'on prenne les araignées parce que c'est un sujet assez pas neutre. Pour vous, ça ne l'est pas, mais en tout cas, on comprend la peur quand on parle des araignées. C'est moins abstrait que la peur, l'angoisse existentielle ou c'est plus incarné en tout cas. Quelqu'un veut partager? Je voulais juste demander le sens du verbe décorréler. Alors, décorréler, la corrélation, c'est l'union de deux choses. Et décorréler, c'est désunir deux choses. D'accord. Merci. Ok, on va faire quelques minutes de méditation pour réfléchir à repenser à ça, ces différentes stratégies. Avant d'aller plus avant, on va continuer là-dessus, hein, on va en reparler.
Donc, des choses pour lesquelles on a de la peur, on peut y repenser. On a tous des cas bien personnels. On peut essayer de se dire, voilà, entre ces 4 stratégies, comment est-ce que je peux faire entre à la fois la compréhension profonde, l'acceptation, la concentration. Comment est-ce que je pourrais essayer de m'y prendre? Essayons de faire en sorte d'intégrer ces informations et savoir comment les mettre en action. Comment on pourrait les mettre en action? Quelle stratégie adopter? Dans tout ce qui est réflexion qu'on peut faire entre les moments où on a ces épisodes de peur, il y en a plein. Il y en a plein de méditations possibles. Celle qu'on a vue ce matin, je la trouve très puissante. C'est d'avoir cette acceptation, développer cette acceptation pour que, ben voilà, quand ça existe, on est conscient qu'on a peur. Voilà. On ne sait pas d'ajouter à la peur. On est conscient de cette peur. Et il y en a bien d'autres, des choses sur lesquelles on peut réfléchir. On peut se dire aussi, mais si ça arrive vraiment, la chose pour laquelle j'ai peur, est-ce que c'est si terrible que ça? Bon, alors pour certaines petites peurs, ça va. Pour des grosses peurs, c'est assez difficile de méditer là-dessus. Mais on essaie de méditer au moment où on n'a plus peur. Donc déjà, l'objet de notre peur a moins d'emprise dans notre esprit. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, par exemple. Quand j'ai eu ces angoisses en me disant, alors vous allez me dire, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est cette méditation? Où je me dis, mais comment se fait-il que dans le bouddhisme, on médite sur la mort, par exemple, et que moi, dans mes angoisses, dans certaines de mes angoisses, je puisse tellement avoir peur de la mort aussi. Je me dis, mais ça se trouve, je vais, dans ces épisodes où j'ai un petit peu je sais pas ce que c'est des formes de petites crises, de mini-crises, où j'ai l'impression que peut-être je vais perdre contrôle de mon esprit. Et j'ai vu un article sur Le Monde, tiens, à ce propos, d'une phobie des gens qui sont sur l'autoroute, qui ont peur
de tout à coup échapper, d'avoir l'impulsion de partir dans la glissière de sécurité ou qui sont au bord du vide, de perdre contrôle d'eux-mêmes et de sauter. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais de me dire, je vais ouvrir la porte ma porte-fenêtre et je vais sauter par la fenêtre. Alors, c'est juste des idées, mais on a très, très peur de cette idée. On a très, très peur de cette idée parce qu'on se dit, si ça demeure dans mon esprit, que ça se renforce, ça va finir par faire une habitude qui va me conduire à l'action. Et là, la stratégie que j'avais, en dehors de me calmer, de dire, OK, François, respire, pense à autre chose, c'est qu'au moment où j'avais plus peur, je me suis dit, mais écoute, François, si ça se passe, de toute façon, la condition humaine est faite de telle sorte que ta vie aura une fin. Et ça peut sembler un peu absurde comme méditation, mais finalement, je me suis dit, mais OK, mais de toute façon, voilà. Bon, ce n'est pas à faire dans tous les cas. Hein. On appelle ça des moyens habiles. Il faut le faire, si ça nous sert, on peut le faire, ça, mais je ne l'indique pas dans tous les cas. Mais de me dire, voilà, bon, OK, si je saute, ben voilà, en plus, j'étais au premier étage. Je ne voulais pas me faire. À moins vraiment que je saute, mais je n'aurais pas pu me faire. Enfin, ça aurait été assez impossible. J'aurais pu me tuer, c'est possible. Mais je me dis, au pire, je me casse la jambe. Voilà, tu te casses la jambe, tu t'es déjà cassé la jambe. Est-ce que c'est si terrible par rapport à toute l'angoisse que tu as de ça? C'est une forme d'exposition mentale où on répète mentalement les choses qui peuvent arriver. On parlait de ce matin, quelqu'un qui a peur de laisser c'était l'exemple que tu as pris, un fer à repasser, par exemple, allumé. De laisser un fer à repasser, et ben de se dire, voilà, si le fer à repasser prend, ben voilà, il peut y avoir un incendie, mais presque de le visualiser, ça arrive que des incendies partent. Bon, toi, tu travailles dans une maison de retraite, mais l'incendie peut être aussi très vite maîtrisé. Je pense qu'il y a des alarmes incendie dans ton bâtiment. Dès qu'il y a de la fumée, il y a des alarmes incendie. Donc, tu peux imaginer qu'assez rapidement, quelqu'un peut venir et puis avoir un extincteur, par exemple. Dans la salle où tu travailles, est-ce qu'il y a un extincteur? Oui, il y en a. Il y a un extincteur. Et les alarmes incendie, avant même que vraiment la fumée soit très dense, ça commence à sonner. Hein. Est-ce que c'est des portes anti-feu? C'est des portes coupe-feu. En plus, l'incendie peut être complètement circonscrit Mais en plus de ça, toi, tu fais très attention. Donc, à la fois, toi qui fais très attention à ça, plus tous ces facteurs-là, tu peux te dire, bon, bah, si ça arrive vraiment, les chances sont quand même assez faibles pour que ça affecte les résidents de la maison de retraite dans laquelle tu travailles, par exemple. C'est quasiment visualiser ces choses-là parce qu'en fait, c'est la résistance qui fait qu'on ne veut même pas essayer de visualiser ou que ça nous échappe, mais se dire, OK, maintenant, consciemment, je vais répéter le film de ce qui peut arriver. Et la différence, c'est que là, on n'est pas l'esclave de nos impulsions qui nous font imaginer le pire. Là, on est en conscience en train de visualiser ce qui peut arriver. Et ça fonctionne parce qu'on voit ces choses et on se dit, mais j'arrive à les concevoir, ces choses-là, sans qu'il y ait cette impulsion électrique. Là, j'ai accès à la musique, à l'impulsion sonore du petit rat. Je visualise et je m'imagine ces choses-là sans qu'il y ait cette impulsion électrique. Donc, on finit par décorréler le fait que ça, si ça devait arriver, est-ce que ce serait si terrible que ça? Est-ce que ça se passerait exactement comme tu l'as imaginé? Par rapport à ce que tu disais, François, la voiture et puis l'étage, en fait, en psychologie, on dit que ce sont des phobies d'impulsion. Oui, c'est ça. On ne le fera pas, en fait. Oui, des phobies d'impulsion. Moi, j'en ai eu plusieurs fois. Je sais que c'était très, 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 très angoissant. Très, très angoissant. De me dire, il est possible que j'ai plus du tout accès. Des gens qui ont peur de tomber malade aussi, d'avoir Alzheimer, par exemple. Ça peut créer des phobies, je pense, hein, de perdre l'emprise sur son esprit et de faire que notre esprit va tout à coup faire des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont lourdes de conséquences. Donc, une stratégie, ça peut être également de s'imaginer ces choses-là. Et
croyez-le ou pas, mais méditer sur l'impermanence, ça peut aider. Parce que quand on sait de toute façon, mes chers amis, la vie, elle a quand même une fin, ça coupe court à beaucoup de peurs finalement. Cette méditation sur la mort, ça coupe court à beaucoup de peurs. Parce que les gens il y a énormément de phobies aujourd'hui. Mais quand on regarde activement le fait que notre vie, elle est vouée à avoir un terme, on n'a plus peur de grand-chose en réalité. La méditation sur l'impermanence, c'est un des moyens de mettre fin à la peur aussi. Ça semble tiré par les cheveux? François, non, c'est pas que Non, pas du tout. les cheveux, mais si vous permettez, je vais essayer de résumer une expérience personnelle sur laquelle je suis encore en train de réfléchir. Je méditais déjà sur l'impermanence, à un niveau personnel que je trouve voilà, très avancé, mais bon, je réfléchissais au moins sur l'impermanence et la mort, et puis mon métier me fait de sorte que je vois beaucoup de morts, beaucoup de fin de vie dans mon quotidien. Donc, c'est un sujet qui m'est assez familier, on peut dire. Je comprends bien à tous les niveaux l'impermanence et la mort. Et j'aime bien méditer sur ça, pour du bon. Puis quel est le niveau de ma méditation, autre chose, mais au moment où mes deux parents sont tombés malades gravement, puis pour le concours des circonstances l'un après l'autre, et au moment où je me disais, bon, la séquence était un diagnostic pour ma maman, et j'étais en France et ils sont en Bulgarie. Je me rappelle, les jours après jour, je me disais, bon, j'ai le temps de tout organiser, c'est pas grave, c'est pas urgent. Et cette pensée pratiquement quotidienne, j'ai le temps, ce n'est pas urgent, c'est bon, je peux m'organiser. Et quelques semaines plus tard, mon père fait un accident aigu, vasculaire cérébral aigu. Et là, j'ai angoissé, je bégayais, je n'arrivais pas à faire ma réservation d'avion. Je n'avais aucune maîtrise sur cette peur, tout en sachant qu'on est mortel, qu'ils sont âgés, que c'est normal qu'ils ont des maladies. Mais l'angoisse, le soir où je prends le coup de fil, ton père se fait hospitaliser pour un accident vasculaire cérébral. En plus, c'était mon angoisse majeure étant neurologue. Vraiment angoisse majeure parce que je le voyais avec l'âge évoluer vers un patient vasculaire qui risque de faire ça. Et j'avais entre l'angoisse et le raisonnement très, très clair que ça peut arriver. Et ça arrive. Et au moment où j'entends le coup de fil, j'avais encore une maîtrise d'aller chercher le premier vol pour rentrer. Mais je t'assure que... Et ceci dit, l'expérience personnelle très émotionnelle est très différente de l'expérience méditation. Et je me suis dit, pourquoi ma méditation, pourquoi cette réflexion qui est faite en quelque sorte ne m'a pas aidé à mieux affronter les choses. Mais est-ce que tu sais si ça n'aurait pas été pire si tu ne l'avais pas fait? Certainement, non, certainement. C'est là peut-être qu'on voit la différence entre ce qu'on dit tout le temps, c'est étudier le dharma et intégrer le dharma. Ah ouais. Après, c'est vraiment la magnitude avec laquelle on le comprend, cet enseignement. C'est sûr, mais tu ne sais pas comment tu aurais pu réagir si tu n'avais pas été accoutumé à ces choses-là non plus. Peut-être que ta réaction aurait été beaucoup plus violente, beaucoup plus négative. Il ne faut pas le prendre comme un signe que l'enseignement ne fonctionne pas. C'est peut-être... Non, je sais que ce n'est pas ce que tu oui, c'est pas ce que je penses. Mais il en est de même pour la peur, ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on le comprenne profondément pour que ça fonctionne au moment où
où les expériences traumatiques peuvent arriver parce qu'elles ont une grande force. Et notre méditation et notre logique, souvent, c'est une petite graine qu'on essaie de planter dans un désert parfois. Les situations autour de nous, c'est un peu l'environnement hostile d'un désert. Elles ont une grande puissance et nous, on essaie de planter une petite graine. Mais le tout, c'est d'essayer de la faire grandir jusqu'à temps qu'elle devienne plus robuste, que le désert n'est aride finalement.